Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Ce soir, je reçois le maître international Claude Wagner. Bonsoir Claude. Bonsoir Stéphane. Alors ça fait un moment que tu n'étais pas venu sur le plateau de Diagonale. Et oui, j'ai pris des vacances, mais je suis de retour là. Pour moi, c'est la rentrée. Voilà, donc tu étais déjà venu sur Diagonale au mois de février-mars, Oui. faire quelques apparitions remarquées. Quelques commentaires. Alors cette semaine, l'actualité est très riche, encore une fois. Le monde des échecs n'arrête pas de bouger. Et d'abord, avant de passer au cœur de notre annonce de ce jour, c'est-à-dire le championnat de Paris, on va y revenir. On va peut-être, Claude, commenter un petit peu cette actualité de la semaine, dont alors, d'abord la victoire superbe de Peter Leko au tournoi de Dortmund devant Anand et Kramnik. Oui, je dirais que Leko est un joueur on savait qu'il était très bon. Il a démarré très très jeune, donc on a l'impression que c'est déjà un ancien sur le circuit. Mais c'est vrai que c'est une performance très remarquable de sa part, parce qu'il a toujours souvent très bien terminé. Mais c'est vraiment la première fois en fait, qu'il arrive à gagner, je dirais, devant les tout meilleurs joueurs du monde. Et donc c'est une performance très intéressante. Très intéressante, en plus, donc effectivement, comme tu le dis, il est encore très jeune, 19 ans, et je crois que c'est un record de précocité. Jamais un joueur aussi jeune n'a gagné un tournoi de cette catégorie. C'est donc un nouveau record du monde. C'est quelle catégorie Dortmund 19. 19, hein, c'est vrai qu'il y a une super inflation également des catégories de tournois, et c'est vrai que 19, c'est un chiffre qui fait rêver. Oui, tout à fait. Donc voilà cette victoire de Peter Leko. Et aussi encore un match qui se déroulait en même temps que le tournoi de Dortmund, c'est le match Alexei Chirov numéro 4 mondial contre Judith Polgar. Un match qui était organisé à Prague en prélude, enfin on ne comprend pas trop, mais en prélude du championnat du monde Kasparov contre Anand en fait. Et Chirov gagne le match par 5,5 points sur 6. Alors on m'a même dit que Kasparov avait fait des commentaires dans Oui, dans tout ce à fait. match. Donc, Oui. Kasparov s'est mis à disposition de Chirov, on peut dire en quelque sorte, après avoir un peu déçu, puisqu'il était prévu qu'il fasse ce match contre Chirov, qui avait battu Kramnik dans un premier temps. Et malheureusement, les résultats de Chirov avaient été tels que ce match manquait un peu de crédibilité. Et donc un match s'est monté entre Chirov et Polgar. Donc c'est en fait deux joueurs très spectaculaires. Judith Polgar d'ailleurs réussissait pas très bien Chirov. Mais donc là, semble-t-il, il a battu un petit peu sa bête noire. Et clairement, Il a- plus il que a battu. réussi à la dominer. Oui, donc 5,5 points sur 6, ce qui fait engranger des points au classement à Chirov, qui le placerait aujourd'hui virtuellement à la 2e place mondiale. Ce qui peut-être décrédibilise le match Kasparov-Anand, je ne sais pas. C'est peut-être pas à nous de le dire, mais en tout cas, la question reste posée. Est-ce que le match Kasparov-Anand garde toute sa crédibilité avec un Chirov qui réapparaîtrait en place numéro 2 mondiale? Alors en tout cas, on peut aussi annoncer que la semaine prochaine à Las Vegas a lieu le championnat du monde officiel de la Fédération internationale, Claude, et peut-être les favoris qui se détachent suite à ces deux dernières nouvelles, c'est peut-être Chirov et Leko, les finalistes du Grand Prix de Bordeaux de cette année. Et rappelle-nous qui avait gagné. Peter Leko avait Peter gagné Leko. devant Alexei Chirov. Non, mais en tout cas, les résultats récents semblent confirmer cette hypothèse en tout cas. Oui, c'est vrai que ça va être très intéressant à suivre. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est toujours dans cet état de fait avec un championnat du monde feed et qui manque un peu de crédibilité. Les matchs de Kasparov en manquent également parce que c'est un challenger qui est choisi, mais du jour au lendemain, on voit que l'état de forme peut changer. Donc on espère simplement qu'on aura un bon championnat du monde à Las Vegas, qu'on aura un champion du monde tel que la réunification des titres pourra s'envisager rapidement et qu'on rentre enfin dans un cycle normal où on n'a pas ces deux compétitions parallèles qui se décrédibilisent un petit peu l'une l'autre. Même si aujourd'hui, évidemment, Kasparov reste le plus fort, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce serait bien quand même d'avoir un circuit unique pour recadrer le débat. Voilà, pour donner un peu plus de crédibilité au titre de champion du monde en tout cas. Tout à fait. Alors, si vous voulez suivre le championnat du monde des échecs, ça démarre la semaine prochaine donc à Las Vegas. Le site officiel s'appelle www.worldfide.com. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce site officiel qui est pour l'instant en démarrage et qui va donc couvrir intégralement le championnat du monde avec les parties visibles en direct. Donc je pense que tout le monde des échecs, Claude, va se ruer là-dessus, sur ce championnat du monde qui s'annonce très passionnant. Voilà, et cette semaine en France quand même, on peut noter qu'il y a un grand événement puisqu'on a actuellement, il n'est pas encore fini, le plus grand tournoi du monde avec plus de 700 joueurs, je crois 740 exactement, le championnat de Paris, Claude, que tu connais bien puisque tu l'as joué plusieurs fois. Je l'ai joué plusieurs fois, mais ça remonte à il y a quelques temps. Je
C'est-à-dire que le championnat de Paris, c'est vrai, à l'époque se jouait à l'Aqua Boulevard. Maintenant, il s'est déplacé à la Halle Carpentier. J'y étais d'ailleurs le premier jour. Je dirais qu'il fait à peine moins chaud qu'ici dans le studio de Canal Web, ce qui veut dire que les conditions de jeu sont difficiles pour les participants. Et on n'est pas très loin de l'activité sportive, hein. On dit seulement toujours si les échecs sont un sport. C'est vrai que là, on peut dire que les joueurs du championnat de Paris vraiment font du sport. Et c'est un tournoi qui est très fort, puisqu'effectivement, il y a des très forts grands maîtres, il y a Epichine notamment. Ça doit être le joueur le plus fort, je pense, qui s'est présenté au championnat de Paris depuis pas mal de temps. Alors tout de suite, on ne va pas vous faire attendre plus, des images du championnat de Paris avec un petit clip de présentation. Voilà, on va vous présenter un petit peu l'ambiance de ce très grand tournoi. Voilà, vous avez découvert donc ces images qui montrent le nombre de joueurs colossal qu'il y a dans cette Open. Il faut le rappeler, plus grande Open du monde, plus grand tournoi du monde, avec plus de 700 joueurs sur plus d'une semaine en fait. Ce qui est énorme. Il y a très peu de manifestations sportives en fait qui réunissent autant de compétiteurs pendant une durée aussi importante. On avait l'Open de Capelle il n'y a pas très longtemps, dont on a parlé dans cette émission, justement en février, qui était aussi un très très grand Open, très fort également, plus fort d'ailleurs je dirais, puisqu'en fait c'est un tournoi unique, alors que là on a plusieurs tournois ici à Paris, ce qui permet aussi aux gens d'avoir des parties intéressantes, parce qu'ils jouent contre des gens de leur niveau. Donc on a effectivement en France des très bons tournois, et on a beaucoup de joueurs étrangers qui viennent effectivement chez nous, parce qu'ils n'ont pas autant de tournois, autant d'opportunités chez eux. Voilà, donc Paris au centre du monde cette semaine avec ce très grand Open championnat de Paris. Je vous invite à aller voir un petit peu ce championnat. C'est à la Halle Carpentier, métro porte de Choisy. Il termine dimanche. Voilà, donc vous avez encore 2 jours devant vous pour aller vous rendre compte que les échecs sont à Paris actuellement, au cœur de l'actualité. Donc voilà pour ce championnat. Nous allons suivre ensuite avec donc Claude une interview de Joël Lautier, numéro 1 français qui était ce championnat de Paris. Il va commenter un petit peu sa partie qu'il a faite au tournoi de Monaco contre Anatoly Karpov. Peut-être tu te rappelles de ce tournoi? Est-ce que je me rappelle de ce tournoi? Il y a tellement de tournois, c'est vrai qu'on s'y perd. Alors c'est le tournoi où on fait à la fois des parties à l'aveugle et des parties rapides, et on a un classement séparé et un classement combiné à l'issue de ces 2 tournois. Donc c'est effectivement assez fantastique, parce que parfois on regarde les parties, surtout les parties à l'aveugle, et on se dit mais moi j'aimerais bien avoir joué cette partie-là en partie sérieuse devant l'échiquier, et en fait eux l'ont joué à l'aveugle. C'est parfois assez extraordinaire. Alors voilà justement une analyse de Joël Lautier donc dans sa partie à l'aveugle contre le champion du monde Anatoly Karpov. Voilà, très intéressant, je vous laisse découvrir ce passage intéressant de Joël Lautier, numéro 1 français. Donc une partie à l'aveugle contre Anatoly Karpov. Oui, donc c'est la partie qu'on a joué à l'aveugle. Alors je vais déplacer un peu l'échiquier parce que je suis gaucher, voilà. Ici, donc ça c'est une variante archi connue. Hein, c'est la variante, à quel tournoi était-ce? C'était au tournoi de Monaco. Donc il y a eu ça, ça.
Petit roc. Bon, bien joué qu'avec des seuls d'abord. Fou D3. Dame C8. Dame A4. A6. Ok, cette position. Voilà, donc ça c'est la position critique en fait, parce que bon, c'est facile à voir, j'attaque son roi, mais j'ai tout laissé tomber à l'aile dame, donc bon en fait c'est clair qu'il va prendre le pion très rapidement, et il faut que mon attaque perce. Alors bon, ça semble assez menaçant comme ça, parce que j'ai une dame, j'ai 3 pièces mineures, mais en fait dès que j'ouvre ici, il ferme avec F5, et c'est pas possible, même en sacrifiant, c'est pas possible d'ouvrir assez de lignes pour faire mat. Et donc la bonne poussée c'est celle-ci, donc la dame est clouée. Donc il doit venir ici, s'il vient là j'ai mat en un coup. Donc il est venu là, j'ai fait échec. Maintenant s'il vient là je fais ça. Il est obligé d'interposer ses dernières pièces, mais il perd tout de suite la partie. Donc sur ça il est obligé de faire ça maintenant, et maintenant il n'a plus la menace de mat. Et donc j'ai pu pousser tranquillement mon pion. J'ai joué ça, il a fait ça, j'ai fait ça, puis il a abandonné. Donc une victoire sur le champion du monde FIDE à l'aveugle. Alors peut-être on peut rappeler qu'à l'aveugle, les deux joueurs ne voient pas l'échiquier. Oui, absolument. Donc ça se présente de la façon suivante. On a chacun un écran d'ordinateur avec un échiquier vide dessus. Donc on voit les cases, mais on voit pas les pièces par contre. Et donc on se sert de souris pour cliquer sur les cases, la case de départ, la case d'arrivée de la pièce, et toute la partie se joue comme ça. Et quand on joue un coup illégal, l'ordinateur le signale. Joël Lautier, merci de cette interview et sûrement à bientôt sur notre émission. Pas de problème, quand vous voulez. Voilà, donc c'est une petite interview du numéro 1 français. C'est la première fois que nous avons une interview de Joël Lautier dans Diagonale. Donc c'était une petite analyse de sa partie contre donc, le champion du monde Anatoly Karpov. Alors il faut noter, Claude, que en fait, Joël Lautier ne joue pas le championnat de Paris, mais par contre, il vient supporter quelqu'un de très particulier. Oui, je crois qu'il vient supporter 2 personnes d'ailleurs, il me semble, parce qu'il vient supporter sa femme, dont j'ai oublié le prénom. Ouais, je ne sais plus aussi, mais c'est Skripchenko de son nom de jeune fille. Oui. Et puis son père aussi, parce qu'il m'a semblé voir son père jouer. Tout à fait. Donc, effectivement, il est allé en famille à El Carpentier, mais lui ne jouait pas. Et donc je pense que c'est effectivement le premier jour où que tu as pris cette interview. Donc on a vu que c'est allé assez rapidement. Il a dit que c'était très connu au début, parce que je sais qu'il a déjà joué cette ouverture plusieurs fois contre Karpov, donc une Ouest-Indienne variante A3. Et puis ça a été coupé au milieu, et puis on a vu la fin effectivement où il était gagnant. Donc c'est sympa de voir un joueur comme ça donner une petite analyse très rapide sur sa partie. Voilà, comme on a pu le voir la semaine dernière avec des analyses de Peter Leko, justement, qui a gagné ensuite le tournoi de Dortmund, et aussi de Viswanathan Anand, le numéro 2 mondial. Je vous invite à regarder cette émission donc, de la semaine dernière pour avoir des analyses comme ça de très grands joueurs. Donc voilà, on va peut-être passer maintenant, avant de continuer sur ce championnat de Paris, peut-être Claude, sur l'actualité aussi qui dure là maintenant depuis plus d'un mois et qui va continuer. C'est le fameux match Kasparov contre le monde, contre le reste du monde sur Internet. Alors peut-être tu en as entendu un petit peu parler de ce match. Alors j'ai suivi un petit peu, donc je crois que la partie bon, on en est au stade, on peut dire on est sorti d'ouverture. Donc c'est une partie qui commence à être intéressante. Alors c'est une partie à coup majoritaire. Donc ceux qui sont abonnés à Europe Échecs se souviennent peut-être qu'il y a quelques années, il y avait ce genre de partie qui se déroulait contre Korchnoi notamment. Alors c'est un joueur qui joue contre tous les autres, mais en fait le fait d'être très nombreux c'est plutôt un handicap qu'un avantage, puisqu'il c'est le coup majoritaire qui est joué. Donc celui qui est proposé par le plus de personnes, c'est pas forcément le meilleur coup. Donc c'est assez intéressant quand même de voir que en fait, le reste du monde, entre guillemets, a quand même joué une suite qui semble très intéressante. Alors il faut quand même noter que le reste du monde est aidé en cela par l'analyse de 4 très grands joueurs, puisqu'on retrouve aussi notre Étienne Macro national, qui est notre plus grand espoir peut-être avec Joël Lautier évidemment, qui reste toujours un grand candidat probable au titre, en tout cas des meilleures places au niveau mondial. Donc Étienne Macro donne son avis à chaque fois sur chaque coup, et puis 3 autres très forts joueurs américains proposent eux aussi
leur variante. Donc le reste du monde est quand même aiguillé. Ils ne sont pas forcés. Hein. Les joueurs, on n'est pas obligé de choisir un des coups proposés, mais c'est quand même une grande tentation de suivre l'avis, évidemment, d'un des experts. Non, c'est très bien d'avoir effectivement des consultants comme ça de très haut niveau qui donnent leur avis parce que ça leur permet de dire, de donner un premier avis, de dire évitez de jouer ça parce qu'il y a une pointe tactique que vous n'avez peut-être pas vue mais qui est la suivante. Donc ça, je dirais, ça renforce très clairement le niveau de cette partie majoritaire. Voilà, on va peut-être regarder un petit peu cette partie, en tout cas le début, puisqu'elle a démarré relativement peu de temps. On rappelle quand même que Kasparov joue un coup et ensuite c'est le lendemain, le reste du monde répond. En fait, donc il y a un coup de jouer tous les jours, de chaque côté, en fait, un coup pour les blancs, un coup pour les noirs. Kasparov a les pièces blanches. Alors je vous invite, pour regarder un petit peu la partie, notre petite analyse d'aujourd'hui, à cliquer sur le petit bouton sur la page HTML, jouer. Ce petit bouton vous transférera sur une applet Java qui vous permettra de suivre la partie, donc Kasparov contre le reste du monde avec nous ce soir sur Diagonale. Voilà, alors Claude, on va voir tout de suite. Voilà, si on peut montrer l'échiquier sur la vidéo, voilà. Cette partie Kasparov contre le reste du monde qui est visible, je vous le rappelle, aussi sur le site de jeu de Microsoft qui s'appelle zone.com, www.zone.com ou alors sur Microsoft, il y a sûrement un lien qui pointe sur ce site. Voilà, pour jouer contre Kasparov, tout le monde peut proposer son coup. Voilà, alors Kasparov a joué une ouverture somme toute classique en jouant le pion du roi, une ouverture ouverte. Oui, ce qui est sympa dans cette partie majoritaire aussi, c'est que contrairement à l'ancien style qui se faisait sous forme de magazine qui sortait, qui donnait le coup du joueur, là, comme c'est sur l'Internet, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Le recueil des coups est beaucoup plus facilité, ça va plus vite, c'est automatisé. Donc ça bouge beaucoup plus et c'est aussi plus agréable à suivre qu'une partie coup majoritaire qui dure parfois un an parce qu'il faut avancer, on avance très très lentement. Donc ça, c'est bien effectivement qu'on ait un coup de jouer tous les jours parce qu'on peut rater quelques coups, mais on voit quand même que la partie avance bien. Donc Kasparov a joué E4, bon, c'est vrai qu'il joue les deux maintenant, c'est ce qui fait sa force, hein, c'est qu'il peut jouer E4 ou D4, contrairement à d'autres joueurs qui ont un répertoire plus restreint. Il faut noter aussi que maintenant, avec la puissance des ordinateurs, rien n'empêche évidemment les joueurs, que ce soit Kasparov ou les autres, de tester leur ordinateur avant de proposer leur coup. Hein. C'est vrai, effectivement. Donc on risque de ne pas avoir de grosses gaffes. Même principe que pour les parties par correspondance, chacun peut vérifier ses variantes. Voilà, le reste du monde a répondu par une sicilienne. Donc on va passer sur les premiers coups qui sont classiques. Et voilà, déjà première variation de Kasparov. Fou B5 chèque. Oui, c'est un peu étonnant quand on voit cette position, on a l'impression que Kasparov a les noirs, puisqu'il joue tout le temps la sicilienne et il joue la Najdorf, donc D6. Et parfois des joueurs lui jouent fou B5 échec. C'est un développement type partie espagnole sur E5 qui est très intéressant pour les blancs, qui est considéré comme étant moins efficace sur D6 que sur cavalier C6, mais donc c'est joué malgré tout. Bon, l'idée, c'est de se développer rapidement, donc de pouvoir roquer très vite, et puis de contrôler le centre également, puisque si le cavalier était venu en C6, on l'aurait cloué, mais on va pouvoir facilement donc, se développer, jouer C4, D4 et roquer. Alors voyons, donc le reste du monde a répondu par le coup fou D7, qui semble normal. Kasparov a échangé logiquement les pièces, et ensuite a bloqué le centre avec ce coup, voilà, on est au 5e coup, c'est intéressant, puisqu'il joue le coup C4. Une fois que le fou a été échangé de cases blanches, maintenant il contrôle bien les cases blanches avec ses propres pions. Oui, alors bien sûr, on joue C4 dans cette position plutôt que D4, puisqu'après un échange de pions au centre, les noirs vont jouer cavalier F6 et attaquer le pion E4. Donc ce qu'on veut là, c'est pouvoir répondre cavalier C3 sur cavalier F6 et jouer D4 après, pour avoir une position style Maroczy, classique qu'on a sur les développements variante dragon. Oui, on appelle souvent aussi l'étau de Maroczy, qui permet comme ça d'enserrer de fermer le centre. On a deux pions qui contrôlent très fortement D5. Et c'est un petit peu plus confortable quand même pour les noirs que le Maroczy classique, puisqu'ils ont échangé les fous de cases blanches. Et de manière générale, quand on a une position plus resserrée, il faut échanger des pièces. Donc là, il y a déjà une pièce en moins qui est partie. Donc c'est quand même pas considéré comme étant très dangereux pour les noirs. Alors la suite de la partie, développement logique de chacun des camps. Petit roc pour Kasparov au 7e coup. Là, le reste du monde choisit un développement aussi, semble tout logique pour sortir le fou sur la grande diagonale, puisqu'elle est ouverte et disponible. Les cases noires sont moins bien contrôlées par les blancs. La Kasparov choisit donc maintenant d'ouvrir le jeu avec ce coup d'échange au centre. Et après reprise du cavalier au coup numéro 9, cavalier prend D4.
Fou G7. Alors on obtient là une position type, on va dire classique. C'est vrai que parfois on voit des développements un petit peu plus bizarres dans cette variante où les noirs jouent le fou en H6 pour échanger le fou en C1 quand les blancs jouent D4, ou alors ils essaient de jouer la dame en G4. Ça donne des positions très, très, très bizarres, très différentes. Bon là on a une position plus classique donc de cette variante. Alors, deuxième coup, Kasparov choisit de recycler son cavalier sur la case E2. Alors bien sûr, il y avait une menace dans le dernier coup, noir, qui était de jouer cavalier prend E4, puisque ça découvrait la diagonale du fou. Voilà, on revient sur le coup, 9e coup, fou G7 des noirs, qui menace donc de prendre le pion central. Je vais le montrer ici, grâce à ma petite souris. Voilà. Pour prendre le pion ici en E4, cavalier prend E4. Et après que les blancs aient repris de ce cavalier, on remarquera que le fou maintenant et le cavalier noir peuvent attaquer le cavalier en D4. Voilà, donc ça c'est un thème qui existe même lorsque les fous de case blanche sont présents. Et même si les blancs essayent d'interpoler un coup intermédiaire qui consiste avec le cavalier, tu vas m'aider là, avec le cavalier d'échanger en C6. Donc après cavalier prend E4, cavalier prend C6. Eh bien les noirs jouent cavalier prend l'autre cavalier en C3, attaquant la dame. Attaquant la dame. Et ont toujours le pion de plus, des pions doublés blancs, un pion de moins au centre. C'est presque perdu. C'est presque une catastrophe. Donc là, Kasparov a joué cavalier DE2. Il aurait aussi pu protéger son cavalier par fou E3, mais probablement que cavalier fou E3, on le voit, c'est classique pour défendre le cavalier, mais probablement cavalier G4 ici, attaquant le fou. Le cavalier ici en G4 attaquerait le fou. Le fou protégé par la dame, ce cavalier. Le cavalier protégé par la dame noire. Ça aurait gêné Kasparov. Voilà. D'où l'explication du coup. Cavalier E2, on retire le cavalier. Donc là, le reste du monde choisit une variante secondaire qui avait été proposée par, justement par les secondants, enfin par les consultants en fait, de cette partie majoritaire, les forts joueurs qui donnent leur avis, qui proposaient de rentrer dans cette variante qu'ils estimaient, enfin pour certains d'entre eux, intéressante, parce que ça va provoquer quelques petites complications qui ne sont pas forcément en défaveur des Noirs. D'accord. Alors si effectivement ça a été proposé, ça ne m'étonne pas trop qu'il ait été joué, parce que ce n'est pas un coup très naturel. On voit là que le coup naturel, c'est quand même de roquer pour les Noirs. Ils ont sorti toutes leurs pièces, donc roquer, c'est le coup naturel. La dame, là, elle s'aventure au milieu de l'échiquier pour attaquer un pion C4. Et le pion E4. Et le pion E4, bien sûr, oui, puisqu'il est attaqué par le cavalier également. C'est ce qui va forcer plus ou moins la réponse blanche suivante. C'est quand même très osé, hein, ce coup-là. Donc, personnellement, je ne connais pas du tout cette position et je ne saurais pas dire ce que ça vaut. Mais si ça a été recommandé, c'est qu'effectivement, ça doit donner lieu à une position très. Oui, et puis la recommandation, à chaque fois que c'est au reste du monde de jouer, chacun des consultants en fait, donne son avis. Et je crois que la joueuse qui a proposé ce coup a sorti une grande page d'explications, comme quoi c'était intéressant et qu'il fallait essayer de se battre, essayer de gagner, alors peut-être de jouer cette variante qui avait l'air de bien lui plaire. Alors voyons ce qui s'est passé. Le coup logique, cavalier D5, qui instaure une contre-attaque en fait, puisque les Noirs attaquaient les deux pions qui n'étaient pas défendables. Donc une des bonnes raisons, enfin une des bonnes solutions quand on est attaqué pour se défendre, c'est la contre-attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bien sûr, là, en plus, il y a des circonstances particulières qui font que les Noirs n'ayant pas roqué, en jouant le cavalier D5, qui est quand même un coup classique dans ce type de position, on menace une triplette, enfin une fourchette triple en C7, roi, dame, tour, qui fait que là, déjà, on a l'impression que les Noirs ont fait une erreur, puisque ou bien ils échangent et en fait ils perdent une pièce, puisqu'il y aurait une fourchette en reprenant du pion, ou bien ils protègent la case C7 avec la tour ou en revenant en arrière avec la dame, mais ça semblerait vraiment être une erreur. Donc là, c'est un coup qui était prévu et en fait, ils avaient prévu de sacrifier du matériel à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est là qu'on rentre dans la phase complication de la partie. Voilà, donc la suite après est forcée, comme ça a été bien analysé par les commentateurs, par les consultants de ce match. Le reste du monde donc, a joué dame prend pion à E4. Et là, Kasparov va gagner une qualité, ce qu'on appelle une qualité, c'est-à-dire une tour contre une pièce mineure en jouant le coup cavalier C7 avec échec, attaquant aussi la tour, instaurant donc ce qu'on appelle une fourchette. Tout à fait. Donc là, le coup logique, c'est de jouer le roi effectivement sur la case D7, comme cela a été joué, attaquant le cavalier et permettant à la tour H8 de pouvoir reprendre éventuellement ce cavalier plus tard. Donc là, prise de la tour. Et là, le reste du monde, au lieu de reprendre directement le cavalier, qui de toute façon ne peut pas sortir puisque le roi noir l'empêche de sortir sur la case C7, le reste du monde choisit de jouer le coup dame prend pion en C4. Voilà, qui récupère un deuxième pion
Et ça fait déjà 2 pions contre le désavantage d'avoir perdu une tour contre un cavalier. C'est vrai, on dit souvent que la tour vaut 5 points, une pièce 3 points, les pions 1 point. Donc là, on a 3 plus 2 égale 5, on a égalité, je dirais, purement comptable. Bon, bien sûr, les caractéristiques de la position sont déterminantes. On voit que le roi s'est aventuré au centre, ce qui n'est jamais très bon, le roi des Noirs. Par contre, il a une bonne couverture de pions, et puis surtout, les blancs n'ont plus vraiment de centre, hein, puisque les 2 pions de l'étau de Maroczi ont disparu. Et les pièces noires contrôlent bien le centre, le cavalier en C6, la dame qui est avancée. Donc je dirais, c'est une position effectivement intéressante. Alors on va y revenir, Claude, juste après, pour voir la fin des coups. Alors on rappelle que la partie est loin d'être finie et que vous pouvez jouer, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent jouer contre Kasparov. Il suffit d'aller se connecter sur le site de Microsoft je crois qu'il faut donner un login pour se connecter. Enfin, c'est complètement gratuit et on peut proposer ses propres coups et donc c'est très intéressant à suivre. Voilà. Avant de continuer cette partie, je propose qu'on voit encore une interview du championnat de Paris. L'interview suivante, c'est celle de l'organisatrice de ce tournoi qui est depuis le mois de juin, Claude, la nouvelle présidente de la Ligue d'Île-de-France des échecs, c'est Isabelle Bonvalot. Je ne sais pas si tu la connais. Je la connais un peu, pas très bien, un petit peu. Eh bien, on va la connaître un peu plus ce soir avec cette interview diagonale. Voilà, Isabelle Bonvalot, au championnat de Paris, donc la présidente de la Ligue d'Île-de-France des échecs. Isabelle Bonvalot, bonjour. Donc ici au championnat de Paris, vous êtes la présidente à la fois du tournoi, mais aussi tout récemment de la Ligue d'Île-de-France des échecs. Oui, j'ai été élue en même temps que tout le comité directeur le 13 juin. Donc on a remplacé une ancienne équipe qui était en place depuis 5 ans. Et on a des optiques complètement différentes pour la Ligue. Donc entre autres, la création d'un site internet, pour le championnat de Paris, un peu essayer de renouveler certaines orientations, essayer de faire venir plus de joueurs français l'année prochaine. À part ça, il y a des problèmes divers et variés à traiter. Notamment, on a un gros problème sur les contrats bleus. Et puis on va essayer d'aider les clubs plus que ne le faisait mon prédécesseur. Alors la Ligue d'Île-de-France, en quelques chiffres, je crois que c'est la ligue la plus importante de France. Vous pouvez nous rappeler un petit peu le nombre d'affiliés Alors la Ligue d'Île-de-France représente 1/5 des licenciés de toute la France. Elle comporte 4500 licenciés et 6000 affiliés. Ce qui est assez important. Et le championnat de Paris, qui est un des plus grands tournois du monde, qui pendant une semaine, c'est même le plus grand. C'est le plus grand tournoi du monde, oui. Justement, on a regardé très récemment avec Jean-Claude Moins. Alors notre concurrent, on se disait peut-être Philadelphie est un concurrent parce qu'il y avait 1400 joueurs, mais en fait ils font ça en plusieurs tournois et chaque tournoi séparément fait moins de 2000 joueurs. Donc on est bel et bien le plus grand tournoi du monde. Il y a Bienne le tournoi de Bienne qui risque de nous concurrencer. Il n'a pas encore eu lieu cette année. Donc bientôt, et déjà je crois même pour ce championnat, une présence accrue de l'Île-de-France et du championnat de Paris sur Internet. Eh bien en fait on va créer un site Internet, c'est de ça que tu parles. On va créer un site Internet en septembre-octobre à la Ligue. Et donc on va mettre le plus d'informations possible évidemment et ça va soulager le standard, ça va soulager, ça va éviter beaucoup d'envois et ça va permettre une bien meilleure communication avec les clubs. Et donc ça va aussi dans l'optique d'aider les clubs parce qu'ils auront d'emblée tous les règlements pour toutes les compétitions, notamment les compétitions fédérales, les coupes 2000, etc., les critériums. Je pense que ça va être très intéressant. Alors cette année, pour finir, championnat de Paris, encore beaucoup de joueurs. Combien exactement? On le sait maintenant puisque ça vient de démarrer. Non, on ne sait pas exactement. C'est environ 800, mais on n'a pas fait les calculs exacts. On compte après. Pour l'instant, on a essayé de faire démarrer le moins en retard possible. Là, on avait 40 minutes de retard, c'est pas beaucoup par rapport aux années précédentes. On a aux alentours de 800 joueurs. On essaiera d'avoir plus de joueurs pour l'année prochaine, d'offrir encore plus de prestations que les autres années. Et on fait le maximum. Isabelle Bonvalot, merci et à bientôt sûrement sur Internet. Merci. Voilà, donc c'est une interview de la présidente, d'une toute nouvelle présidente de la Ligue d'Île-de-France des échecs. Donc ça a l'air de bien bouger pour l'organisation, Claude.
Oui, en fait, Isabelle Bonvalot est arbitre dans beaucoup de tournois, que ce soit semi-rapide ou le championnat de Paris, donc elle connaît bien, c'est une joueuse qui est forte. Donc elle connaît bien les échecs, à la fois du côté joueur, du côté de l'organisation. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se faire dans la Ligue Île-de-France dans les années qui viennent. Je voudrais quand même saluer, parce que ce serait grave si je le mettais, mes copains du club d'échecs du Péreux qui jouent ce tournoi, parce qu'effectivement il y a beaucoup de joueurs, donc il y a beaucoup de joueurs de mon club. Et en fait, il marche très bien en ce moment, il marchait très bien au moins après 6 rondes. Donc je voudrais passer un petit salut à Serge, Ludovic, Esteban, Stéphanie et tous les autres du club qui font des trucs intéressants dans ce tournoi. Oui, voilà. Et qui essaient de gratter les premières places. Alors, les premières, ça va être difficile, mais qui font des très bonnes perfs. Ouais, bon, donc on verra au résultat de dimanche. Donc, on verra. Si le club du Péreux se situe bien. Qui est un des clubs les plus forts du Val-de-Marne, hein, je précise. Qui était le plus fort avant que le club de Meaux n'embauche autant de mercenaires. Voilà. Donc là, j'arrête ma pub. Je te repasse la parole. Alors on va continuer notre analyse de partie. Là. Si on peut reprendre donc cette partie Kasparov contre le reste du monde, on arrive, Claude, à une position qui donc après ces échanges, les échanges qu'on a vus, devient intéressante. Et là, Kasparov, à ce coup, là, numéro 14, joue un coup intéressant qui est le coup cavalier B6 échec, qui a l'air curieux puisque le cavalier de toute façon va être pris. Quel peut être l'intérêt d'un coup comme cavalier B6 échec? Effectivement, le cavalier est perdu, donc simplement ce que se dit Kasparov, c'est qu'en le mettant en B6, il va forcer un affaiblissement des pions noirs. Le pion noir A7 va être obligé de reprendre, ça va affaiblir la structure de pion à l'aile dame. On va le voir tout de suite, effectivement, le reste du monde évidemment prend le cavalier. Et après avoir joué un coup comme fou E3, je ne sais pas si c'est le coup suivant qu'il joue, mais effectivement il attaque ce pion et donc ça lui donne un tempo pour le développement. Alors on va voir effectivement le coup suivant, et le coup suivant, alors c'est pas fou E3, Claude, c'est le coup cavalier sur la case C3. En fait, il recentralise son cavalier qu'il avait placé d'abord préalablement sur la case E2, sur une case où il est sûrement un peu plus actif. Oui, donc effectivement, Kasparov doit contrôler le centre mieux qu'il le fait. Donc il replace ce cavalier qui est en position défensive. On avait vu qu'il s'était retiré et pourquoi tout à l'heure. Donc là, il le replace. Il va certainement sortir son fou rapidement. Et bon, ça va être intéressant de voir si... il va avoir le temps de rattraper son retard de développement pour créer des menaces suffisamment rapidement avant que les Noirs n'arrivent, je dirais, à mettre leur roi un petit peu en sécurité, puis à commencer à avancer les pions du centre. C'est clair que si les Noirs arrivaient à avancer ces deux pions qui sont sur les colonnes E et D de façon idéale jusqu'en E4 et en D4, là, la position serait très compromise pour Kasparov. Ce qui est important, c'est que ces deux pions, pour la qualité, sont des pions du centre de l'échiquier, donc potentiellement très dangereux. Mais c'est compensé par le fait que le roi, lui, est juste derrière, donc en position fragile, et on ne peut pas facilement les avancer tout de suite. Alors ici, on arrive à un premier moment très intéressant, parce que jusqu'à présent, les coups étaient plus ou moins forcés d'un côté ou de l'autre, à part cette variante un peu curieuse qu'a choisi le reste du monde, là, cette histoire de dame sur la case E6, comme on a pu le voir précédemment. Et ici, on a eu une petite polémique, puisque en fait, plusieurs coups étaient possibles, et notamment le coup du pion sur la case B5, si on peut le montrer, montrer l'échiquier. Voilà. Donc de jouer le pion sur la case ici B5, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'activer la tour. Et là, il y avait encore deux possibilités, soit la mettre sur la case D8, ici, pour ensuite que le roi puisse se réfugier sur la case E8 et que la tour est une action centrale. Ou alors, encore dernière possibilité, sur la case A8, où cette tour contrôle une colonne ce qu'on appelle semi-ouverte. Claude, tu ne me contrediras pas? Non. Donc à moitié ouverte, hein, puisqu'il reste un pion. Voilà, qui pourrait taper un petit peu sur le camp adverse. Donc là, une petite polémique qui fait que les voix se sont un peu éparpillées, puisque les analystes n'étaient pas trop d'accord, alors jusqu'à présent, ils étaient plus ou moins d'accord sur les coups qui étaient plus ou moins forcés de toute façon. Donc ça a été intéressant de voir le coup qui a été choisi par le reste du monde, et finalement, ça a été le coup tour sur la case A8. Oui, effectivement, le plus grand danger dans ce type de position pour les Noirs, c'est de ne pas avoir un plan cohérent et de ne pas suivre la même idée directrice dans les coups qui viennent. C'est vrai que l'idée de B5, le premier coup que tu as cité, c'était pour avancer encore le pion d'une case et chasser le cavalier blanc. B5 pour jouer après pour B4, jouer après B4 et casser... chasser ce cavalier qui était venu là pour contrôler le centre, donc toujours avec l'idée de contrôler davantage le centre pour favoriser après l'avancée des pièces au milieu de l'échiquier, là où elles rayonnent le plus d'activité des deux côtés.
Peut-être que ça n'a pas été fait parce qu'après l'avoir avancé de 2 cases, on peut voir que le cavalier, quand il s'en va sur le bord de l'échiquier en A4, il menace quand même de faire une fourchette sur le roi et la dame. Et on voit que le roi, bon là, est obligé de bouger. En plus, cette case B6, après le développement du fou en E3, va quand même être fragile. Donc ça peut donner un avant-poste intéressant pour les blancs dans cette position. Donc c'est peut-être ça qui a fait que B5 n'a pas été retenu. C'est vrai que tour D8, avec l'idée d'enlever le roi et après d'avancer les pions, je dirais que dans l'esprit, c'est quelque chose qui m'aurait bien tenté, effectivement. Maintenant c'est vrai que tour A8, ça permet d'activer la tour. Alors c'est peut-être un autre plan, c'est de dire, bon, on ne va pas pousser les pions parce qu'ils sont là, ils sont bien là pour défendre le roi, mais on va monter la tour carrément, et puis on va jouer avec la tour en complément des autres pièces mineures et de la dame. Et aussi on active une pièce qui pour l'instant ne jouait pas. Tout à fait, qui n'était pas développée. On peut dire que le développement des noirs est terminé, puisque toutes les pièces ont une action dans le camp ennemi, que ce soit la tour maintenant, le cavalier qui contrôle le centre, celui-ci aussi, et le fou qui peut se réveiller à tout moment sur une jolie diagonale centrale. Les noirs, effectivement, sont mieux placés, on peut dire, pour toutes les pièces, sauf une seule, le roi. Mais évidemment, le roi, ce n'est pas une pièce mineure de l'échiquier. Mais le roi, on serait mieux si le roi, par exemple, était sur la case G8, tranquillement, comme s'ils avaient fait le petit roc et bien à l'abri derrière ses pions. Voilà, effectivement, avec le roi en G8, on peut dire que les noirs ont un avantage très net dans cette position, vraisemblablement. Alors que là, c'est beaucoup moins clair. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Kasparov a une tour contre une pièce mineure. C'est-à-dire s'il arrive peut-être à échanger un maximum de pièces, on peut supposer peut-être qu'en finale, une tour contre une pièce mineure, il pourrait avoir un avantage. C'est possible? En finale, je ne pense pas que si la structure de pion ne change pas, que Kasparov ait davantage si on passe dans une finale. Pièce mineure contre tour. Pièce mineure contre tour. C'est sûr que lorsqu'on a une qualité de moins, on a toujours intérêt à essayer de gagner la tour. C'est plus facile de jouer avec tour et pièce contre 2 tours que pièce seule contre tour. Bon, alors c'est cette finale-là qui peut être intéressante, mais comme les pions noirs sont bons, ils sont au centre, je ne pense pas que Kasparov ait vraiment un avantage. Voilà, alors avant de voir les derniers coups qu'on a pour l'instant à notre disposition sur cette partie très intéressante, Kasparov contre le reste du monde, je vous invite à voir l'interview suivante. Et l'interview suivante, vous allez découvrir avec moi, c'est le co-présentateur de cette émission d'habitude, Éloi Rolange, qui fait un très très bon tournoi. D'ailleurs, on peut noter, Claude, qu'on a interviewé Peter Leko à Dortmund, il a gagné le tournoi. J'espère que ça va donner la même chance à Éloi, qui fait pour l'instant un très bon parcours. C'est vrai qu'Éloi Rolange réussit toujours très bien à Paris, puisqu'il a été plusieurs fois champion de Paris l'année dernière, peut-être même il y a 2 ans. Donc, est-ce qu'il va réussir à gagner le tournoi? Ça serait un triplé historique, 3 fois champion de Paris d'affilée. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. On verra. On va sortir les statistiques là. Oui, voilà. Alors, Éloi Rolange, après sa première ronde au championnat de Paris. Aujourd'hui au championnat de Paris avec Éloi Rolange. Alors Éloi Rolange, le vrai globe-trotteur des échecs, puisque Montpellier, premier ex-aequo, dans la foulée reportage à Dortmund, hier soir une émission diagonale remarquable sur Dortmund, et aujourd'hui le championnat de Paris pour défendre son titre. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Pour l'instant ça vient juste de commencer, donc j'ai gagné la première partie. Maintenant c'est vrai que les échecs c'est un métier, il faut bouger tout le temps. Donc Dortmund, oui, Diagonale, oui, Montpellier, oui, championnat de Paris, là j'espère que ça va bien marcher également. Donc on va peut-être rappeler que Éloi Rolange, tu es champion de Paris depuis 2 ans, et donc avec des succès pour l'instant, disons sur la durée. Oui, c'est vrai que j'ai gagné les 2 dernières éditions, l'année dernière avec un peu de chance, puisque j'ai remporté sur le fil la dernière partie. Partie très difficile contre Cyril Marcelin. Donc bon, il y a 2 ans, je me rappelle que ça avait été également assez dur. J'avais gagné une partie tendue à la dernière. En fait, ça se joue vraiment toujours, enfin dans les systèmes suisses en général, ça se joue vraiment à la dernière partie, les 2 dernières notamment, où c'est là qu'il faut vraiment être à plein régime. Donc aujourd'hui, tu démarrais ce championnat de Paris qui, rappelons-le, donc est un tournoi en 9 rondes et donc en 8 jours, je crois, 8 ou 9 jours, sur une semaine. Et tu jouais aujourd'hui contre quel joueur? Là, donc c'est les premières rondes. Les premières rondes sont toujours assez faciles, entre guillemets. J'ai joué contre un 2150 aujourd'hui. Donc c'est le début du tournoi. Et effectivement, c'est 9 rondes en 9 jours pour être bien sûr du parcours. Et on joue, c'est un peu particulier, on joue à 19h les parties. Donc 19h en fait, ce qui fait qu'il faut adapter les horaires un peu aux horaires du tournoi. Donc il faut se lever vers 1h de l'après-midi au lieu de se lever à 10h du matin. Enfin tout est un peu décalé, mais enfin ça fait partie un peu du jeu aussi, enfin de la technique de jeu, de savoir adapter ses horaires aux horaires du tournoi. Donc on va maintenant voir avec toi cette jolie partie, cette jolie première ronde. Donc voilà, donc
Éloi Relange va nous montrer maintenant la position critique dans laquelle il est arrivé aujourd'hui dans sa première ronde du championnat de Paris. Oui, alors donc je jouais contre Philippe Rayac qui a 2150. Donc voilà, c'était un gambit dame. Donc on va passer assez vite sur les premiers coups. Donc là, tout ça très classique. Hop, la tour s'envole. On arrive dans cette position-là. Donc ça fait 3, 6, 7, 3, 6. C'est au noir de jouer, il a joué tour 8. Fou D3. C6. Tout ça c'est très normal, petit roc. Et là il fait quelque chose d'un peu bizarre. Il va aller développer son cavalier en F8. Alors ce développement est tout à fait standard quand les blancs ont déjà échangé là. C'est-à-dire qu'en fait l'idée va être de pouvoir sortir le fou sur la grande diagonale, sur cette diagonale là. En l'occurrence, comme j'ai pas encore pris en D5, il se fait un peu ruser, je dirais, par l'ordre de coup, puisque là son fou est bloqué par son propre pion. Et très important aussi, il n'a pas la case 6 pour mettre son cavalier. Donc là son développement semble un peu dénué de sens. Donc j'ai joué un coup pas très ambitieux dans cette position, j'ai joué tour AD1 qui est un coup qu'on appelle prophylactique. C'est-à-dire je prévois l'ouverture de la colonne D en préparant E4. Donc je mets ma tour sur une case où elle est bien placée, en me disant que les noirs n'ont plus trop de coups à jouer. Et ici effectivement il savait pas trop quoi faire, il a joué cavalier 6 D7 pour échanger des pièces. Là j'aurais pu prendre et jouer E4, mais j'ai joué fou F4, tendant un petit piège assez sympa, dans lequel il est tombé. Alors il a joué F5, qui est une grosse faute. Positionnellement c'est correct, c'est pour empêcher E4, mais de manière tactique forcée ça perd, puisque je prends ici. Maintenant s'il prend avec le pion C, je dispose de cavalier B5, qui gagne tout de suite. Et s'il prend avec le pion E, je peux prendre le pion F5. Mais c'est un peu plus joli que ça. C'est-à-dire que dans cette position, s'il avait joué un coup comme par exemple H6, il y avait le piège thématique, pion prend D5, pion prend D5, et cavalier prend D5. Sacrifice de pièces. Maintenant sur pion prend D5, fou C7. Et la dame se retrouve enfermée par ses propres pièces, le cavalier, le fou, la tour. Donc la dame n'a plus de cases et je vais prendre la dame au coup d'après. Donc ça c'était le piège. Il n'a pas réussi à le parer. La seule défense était dans cette position de jouer pion prend C4. Et ensuite avec une position difficile. Il a joué F5. Et après pion prend. J'ai pas pris là, j'ai joué encore mieux. J'ai joué cavalier prend D5. La même idée. S'il prend, il y a fou C7. Et je menace de prendre là et de prendre là. Donc là c'est fini. Il faut qu'il joue cavalier E6. Je vais passer tout de suite à la position finale, qui est assez jolie, mais sans un gros intérêt pratique en fait, hein, puisque là j'ai déjà 2 pions de plus en conservant les chances d'attaque. Fou prend H7 échec, roi H8, cavalier prend F4, menace peut-être cavalier E6, il joue cavalier F8, cavalier E5, menace cavalier F7, échec et mat, et là il est abandonné. On voit bien que les deux cavaliers sont parfaitement centralisés, en harmonie, ils contrôlent les cases blanches, les pions contrôlent les cases noires, le roi noir très faible, j'ai 3 pions de plus, l'attaque, et donc il est abandonné, voilà. Donc une victoire éclair, tu as été un des premiers joueurs du haut du tableau à finir la partie en fait. Oui, victoire en 17 coups, c'est assez rapide. Et il y a Jacob Murray qui a été à côté de moi, qui a fini encore plus vite. Il a fini en 25 minutes. Il a probablement bénéficié d'une gaffe de son adversaire. Voilà, merci Éloi. Donc on te souhaite de récupérer ton titre, de le défendre en tout cas, de garder ton titre de champion de Paris, voire même mieux. Puisque le titre de champion de Paris, c'est pour le premier parisien, mais on peut aussi gagner le tournoi et cumuler les prix, je crois. Hein. Oui, c'est le but. Donc à la semaine prochaine. Donc, voilà, cette interview donc de Éloi Relange après sa première ronde. Alors on peut noter, Claude, que hier, Éloi avait donc 5 points sur 6 et se retrouvait tout à fait en course pour gagner le tournoi encore. pour gagner le tournoi. Alors, non seulement évidemment le titre de champion de Paris qui va au premier parisien, mais peut-être le tournoi. Oui, c'est important de le préciser. Donc, c'est mon premier parisien de l'Île-de-France, je crois, même. Oui. Je ne suis pas sûr. Alors cette partie, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas vue. Éloi disait j'avais une partie facile, j'ai joué contre un 2150, donc ça ne va pas faire plaisir aux 2150, je pense qu'il nous écoute. Mais c'est vrai que c'est un joueur très optimiste, alors bon, pour lui c'est souvent facile. Effectivement la partie, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup souffert, mais c'est marrant parce que j'avais vu exactement la même chose, hein, c'est-à-dire ces petites combinaisons, cavalier prend D5, si on reprend le cavalier, le fou va en C7, on perd la dame, joué par Goldin contre un joueur français dans un autre championnat de Paris. C'était un tournoi fermé, il me semble, et je ne sais plus si c'était en 93 ou 94. Je ne sais plus contre qui il avait joué ça, si c'était l'amoureux ou un joueur français, il me semble. Il avait placé cette combinaison la même. Donc c'est vrai que c'est là où on voit que les pièges... On reconnaît les thèmes, en fait, les bons joueurs voient les thèmes, mais en plus là c'était carrément la même combinaison. Donc c'est un peu un piège classique dans lequel est tombé son adversaire. Voilà, donc alors, pour l'instant en tête du championnat de Paris, c'est un Arménien. Dont tu m'as rappelé le nom tout à l'heure, je ne me rappelle plus, Anastasian. Ouais. Voilà. Anastasian qui pour l'instant avait 5 points sur 5, quoi, 5 victoires. Bon. Il reste encore
Non, il avait 5 points sur 5. Ah oui, il y avait 6 rondes, alors je ne sais plus ce qu'il a fait sur la 6e en fait. Donc bon, enfin il était en tête en tout cas hier. Voilà, bon, on ne saura plus ce dimanche, donc je vous invite à regarder, aller au championnat de Paris, puisque pour l'instant les médias traditionnels en tout cas n'en parlent pas, on en parlera nous dans Diagonale évidemment. Donc Claude, on va venir sur la fin de cette partie, enfin la fin, en tout cas c'est pas la fin puisque ça joue tous les jours, hein, je vous rappelle, sur le site de Microsoft, Kasparov contre le reste du monde et donc on va revenir à la position après le coup numéro 15 des Noirs, tour en A8. Et là Kasparov a joué un coup intéressant, il a joué le coup A2, A4 pour empêcher en fait Claude probablement la tour adverse de s'activer en fait. Alors effectivement, on comprend un peu mieux là pourquoi Kasparov avait sorti son cavalier pour le donner en B6. Parce que non seulement le pion B6 est faible, mais aussi la case B5 du coup est très faible, puisque les Noirs ne peuvent plus jouer A6 pour attaquer. Donc ce coup A4 permet à un cavalier de venir en B5, ce sera un avant-poste intéressant. Et en plus, ça peut permettre de couper la venue de la tour en A5 et puis après de recycler cette tour sur l'aile roi. Voilà, on peut imaginer que si on essaie d'activer cette tour pour la positionner dans le camp adverse via le coup, ici la tour sur la case A5, pour essayer après de positionner cette tour par exemple du côté roi, pour essayer de créer des menaces, eh bien cette tour pourrait être enfermée tout simplement par le coup cavalier C3 en B5, protégée par le pion A4, et la tour ne peut pas sortir. La tour est bloquée dans une espèce de petite cage. Alors en regardant un peu plus la position, aussi cavalier B5 me semble être intéressant, non pas seulement pour empêcher la tour de jouer, mais également pour jouer le coup de pion B2, B3, donc sur la colonne B. Il n'est pas possible tout de suite puisque le cavalier serait perdu, il ne serait plus défendu. Et ça permet après de mettre le fou sur la diagonale. Hein, c'est une autre option de développement du fou. Là, le fou, il aurait un rayon d'action très grand et il contrerait donc le fou qui est en G7. Ah, ça serait donc fou contre fou. C'est aussi non seulement prophylactique pour empêcher que les Noirs vraiment aient une position très active de leur tour, mais en plus, ça peut lui permettre de compléter son développement. Et alors là, plusieurs options s'offraient aux Noirs, dont le coup tour A5, de toute façon, qui est aussi possible, de jouer peut-être le roi sur la case 8 ou d'autres possibilités, ou de jouer la dame. En tout cas, le coup qui a été choisi est, semble-t-il, un coup qui est très actif, puisque c'est ce coup suivant, et on arrive à la fin de notre analyse, puisque pour l'instant, la partie s'arrête là, et c'est à Kasparov de jouer. Voilà, un coup intéressant. L'idée probablement est d'échanger ce cavalier qui est pour l'instant la seule pièce active des Blancs, probablement, de libérer aussi l'action du fou noir sur la case G7 qui maintenant tape tout de suite sur par exemple pion B2. La menace étant évidemment cavalier prend cavalier, pion prend cavalier et dame prend pion qui gagnerait tout simplement un pion. Ce qui probablement est très intéressant là, mais je suis sûr que les commentateurs experts de cette partie l'ont fait remarquer, c'est de savoir ce qui se passe lorsqu'on échange les cavaliers. Dame prend et on joue Dame B3 après avec les Blancs. C'était une des possibilités. Alors, on tout attaque ça, voilà. Deux pions, F7 et effectivement, en B6, alors ça a été bien analysé là, avant de jouer ce coup et il y a toute une analyse qui il doit y avoir des choses. Exactement, il y a des choses très très intéressantes qu'il faut analyser. Effectivement, tu as donné une variante critique, Claude, qui a été analysée sur le site. Donc on va peut-être pas la détailler plus en avant. Je vous invite à rejoindre l'équipe du reste du monde et à voir les analyses des experts sur cette partie. Voilà où ça en est. Et c'est très intéressant. Donc le champion du monde, Garry Kasparov contre le reste du monde. Partie historique, hein. C'est la première fois qu'un champion du monde joue comme ça contre la planète, entre guillemets. Ouais, mais je vous invite maintenant à voir notre interview suivante. Il s'agit d'un des co-organisateurs aussi du tournoi. On a vu tout à l'heure la présidente de l'organisation. Il s'agit de Jean-Claude Moins, Claude, que tu dois connaître un petit peu. Connaît un petit peu plus, pas très très bien non plus, mais qui est président du club de Clichy aussi, je pense, et donc très dynamique, président et capitaine aussi de son équipe, Clichy, qui a toujours fait des super résultats en intercercle, et qui cette année d'ailleurs, je crois, non, c'était l'an dernier, il me semble-t-il, je ne sais plus si c'est cette année ou l'an dernier, donc avait battu Monaco très, très nettement. Et donc oui, c'est un joueur assez connu dans le milieu. Voilà, et surtout un organisateur, il a notamment participé, comme vous allez le voir dans cette interview, on en parle je crois un petit peu, à l'organisation du dernier championnat du monde qui a eu lieu à Lausanne. Voilà, Jean-Claude Moins sur Diagonale.
aujourd'hui avec un organisateur de renom sur Paris, Jean-Claude Moins, qui a participé à plusieurs événements de taille nationale et même mondiale, puisqu'il a co-organisé aussi à Lausanne le centre de presse du championnat du monde. Donc Jean-Claude Moins, vous êtes en charge aussi aujourd'hui du championnat de Paris. Alors comment ça se passe ? Eh bien, disons que ça se passe bien. On a eu un gros coup de chaleur entre 13h et 15h30, heure à laquelle les parties ont commencé. Là, tout est rentré dans l'ordre. Bon, le championnat de Paris, c'est une très grosse organisation, puisqu'on est à 738 joueurs. Et dans une salle qui est gigantesque, puisqu'elle fait 4800 mètres carrés. Donc il faut l'aménager, il ne faut pas seulement mettre des tables et des chaises, il faut aussi que ça soit un espace agréable, sympathique à jouer pour les joueurs. On verra comment ça va se passer, mais je pense que c'est bien parti. C'est bien parti et je crois avec de nouvelles perspectives, puisque c'est une nouvelle équipe qui se met en place et déjà pour l'an prochain de beaux projets. Alors il y a des projets oui, qui sont en cours, mais enfin déjà, comme on dit dans mon village, dans l'Aveyron, c'est à la fin du village qu'on compte les maisons, donc on verra un petit peu à la fin déjà de ce championnat ce qu'il faut rectifier, ce qu'il faut améliorer, parce qu'il y a sûrement des choses qui vont pas. Bon, on est une équipe nouvelle, c'est vrai, mais ambitieuse aussi, et on a envie vraiment de faire de ce tournoi un très grand rendez-vous du circuit international. Je crois qu'actuellement c'est vraiment le plus grand tournoi du monde par le nombre de joueurs. Bon, il y a le tournoi de Philadelphie qui annonce 1000 et quelques joueurs, mais c'est sur vraiment plusieurs périodes différentes, donc ils font l'addition en fait des tournois. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Et Jean-Claude Moins, donc ce tournoi championnat de Paris 1999 s'annonce sous les meilleurs auspices. À votre avis, quel est donc le favori de ce tournoi ? Le favori c'est Epichine, Vladimir Epichine, mais moi je pense qu'il y a un jeune joueur qui est très fort, c'est Pavel Trégubov. Et à mon avis, dans ce tournoi, il peut tout à fait gagner le tournoi. C'est un jeune joueur d'avenir qui a déjà gagné le très fort tournoi de Bastia il y a 2 ans. Et à mon avis, c'est le gros outsider, mais le favori reste quand même Epichine. Et il y a aussi des grands maîtres très, très dangereux comme Schneider, Krupa, qui sont arrivés tout à l'heure. Schneider notamment, il avait battu, si je me souviens bien, en Coupe d'Europe, il avait battu Kasparov dans un match de Coupe d'Europe des clubs, quand Kasparov jouait pour Sarajevo. Voilà, je crois qu'on vérifiera ce pronostic en fin de semaine prochaine. Jean-Claude Moins, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis bonne continuation pour télé échec sur Internet. Voilà, donc c'est une interview de Jean-Claude Moins. Pour finir, Claude, on va avoir un joueur au championnat de Paris qui est connu depuis des années. Il vient de l'étranger puisqu'il est iranien d'origine, c'est Davoud Pira. Je crois que tu le connais assez bien. Je le connais assez bien, oui. J'ai joué qu'une fois d'ailleurs contre lui. C'est un mauvais souvenir puisque j'avais perdu. Mais je le connais assez bien, oui, tout à fait. Ouais. Donc Davoud qui est maître international, un peu plus de 2400 je crois. Oui. Et donc il fait le tournoi. Et qui a été mon entraîneur quand j'étais à Montpellier, parce qu'il a joué aussi à Montpellier. Donc, tu as bien retenu tout ce qu'il t'avait enseigné, Stéphane. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais très dispersé en fait. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur un sujet unique et puis il faisait chaud, je crois. Il était un entraîneur pendant l'été. Voilà, donc Davoud Pira qui est un joueur très très sympathique et qui donc fait le tournoi du championnat de Paris depuis quelques années maintenant. Il est présent, donc c'est une figure du championnat de Paris. C'est un très fort joueur, donc d'origine iranienne qui maintenant vit en France. Je vous invite à découvrir, un petit, disons un joueur peut-être pas parmi les tout meilleurs du tournoi, mais quand même un joueur qui compte en France. Voilà, c'est Davoud Pira sur Diagonale. De Paris, nous sommes maintenant avec un joueur très connu en France, ça fait des années qu'il joue en France, c'est Davoud Pira. Bonsoir Davoud. Bonsoir. Alors Davoud, c'est ton énième championnat de Paris, tu en as joué déjà pas mal. Oui, pas mal, oui, plusieurs fois, peut-être 10 ou 15, enfin 15, ça exagéré 10. Alors cette année tu viens avec de grosses ambitions, je crois que tu viens pour gagner le tournoi, c'est tout à fait ton ambition cette année, il faut absolument que tu sois sur le podium. Pour gagner le tournoi, je crois pas, enfin je sais pas, mais je vais jouer à fond et puis éventuellement une norme de grand maître et peut-être le titre de champion de Paris. Voilà, aujourd'hui tu jouais contre quel joueur? Loé, c'est un jour de 2145, c'était une partie intéressante avec les Noirs. D'accord, on va voir avec toi maintenant, on va essayer de voir la position critique sur laquelle tu es arrivé et pour essayer de la commenter, d'accord? Ok. Top, voilà. Donc nous sommes maintenant avec
Donc avec Davoud Pira qui nous met rapidement la position critique à laquelle il est arrivé aujourd'hui. Donc il va jouer, va être en train rapidement de jouer les coups des blancs et des noirs. Donc Davoud, tu avais donc les noirs ici dans cette position. J'avais envie de jouer une Risson. Donc ici, jusque-là, c'est la position normale. A6, je voulais jouer une position compliquée, je voulais pas jouer fou B4, c'est plus théorique. Ici, mon adversaire, il joue un coup imprécis A3, donc il va empêcher fou B4, mais finalement, c'est un affaiblissement de l'aile dame. Le pion C4, c'est un perte de temps par rapport au développement et le centre. Donc, dame C7, E4, normal pour l'instant, B6, fou 3, fou B7. Excusez-moi, je pense que je fais une erreur dans l'ouverture. C'est pas grave, donc on revient, continue, mets-nous la position Davoud qui est la plus critique de la partie. F6 en fait, cavalier F6, F3, donc ça c'est la position critique. Voilà. Après cavalier E5, c'était un coup provocateur pour voir comment les blancs ils vont réagir. J'attaque C4, mais finalement le pion C4 n'est pas prenable s'il fait petit roc. Parce qu'après petit roc, cavalier prend C4, fou prend, dame prend, ça marche pas, et cavalier D5. D'accord, donc là c'est là que l'adversaire donc a craqué. En fait, il a joué un coup imprécis pour protéger le pion C4, mais après D5, je pense là les noirs sont mieux, mais il y a la complication. Donc les noirs sont contents déjà. Voilà, ce qui se passe là, c'est que ton fou tout de suite s'active et c'est ça qui est la clé de la position. Donc voilà, la position s'ouvre, mais il y a pas mal de choses en l'air, mais en fait, fou prend A3, ça attaque la tour, et fou prend A3, voilà. Et ensuite, ça attaque la dame avec échec. Donc toutes les complications à la base de l'ouverture de la colonne C et cavalier prend D5, c'est mieux pour les noirs, d'après l'analyse qu'on a fait. Donc je vous montre la partie vite fait. Oui. Voilà quelques coups de plus pour arriver à l'avantage noir. Donc ici, tour C2. Ensuite, pardon, puis on prend. Fou prend A3. Puis on prend, fou prend A3. Tour C2. Et là, fou B4. Petit roc. Puis on prend D5. C'est toujours le roi au centre, mais c'est pas dangereux. Cavalier F5, petit roc. Fou G5, cavalier 8. Maintenant, il n'y a pas assez d'attaque, donc un pion de plus. Il y a les couloirs pour le cavalier. Donc là, ça y est, là, les noirs sont mieux et tu as réussi à gagner la partie avec ce pion de plus. Voilà, en fait, il y a eu des simplifications qui s'est arrangé les noirs et que donc maintenant au moins un pion. Maximum, ça va être 2 pièces pour la tour. Alors là, il a fait l'erreur fatale. Après fou 4, ça gagne une pièce nette. Bravo, donc une super démonstration Davoud en ce début de championnat de Paris. Donc ça s'annonce bien. Demain, donc tu vas te préparer pour jouer probablement avec les pièces blanches. Donc. Oui, avec les pièces blanches, j'espère que je joue contre un fort. J'aime bien jouer avec les blancs contre les forts, mais sinon, je vais voir. Bien, Davoud Pira, merci. Voilà cette petite interview donc, de Davoud Pira, une figure du championnat de Paris. Alors donc Claude, ce qui nous reste maintenant pour ce week-end, c'est la fin de ce championnat. On va y aller d'ailleurs ce soir. Bah oui, parce qu'on a du retard, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis 2 rondes. Moi-même un peu plus, mais on va voir ce qui se passe là. Voilà, donc on va aller à la Halle Carpentier. Vous pourrez nous aussi rejoindre si vous y êtes. Si vous voulez aller voir ce championnat de Paris, parce que les rondes finissent très tard, Claude, puis ça démarre à 19h, ça va finir à minuit, 1h. Premier Zeitnote vers 10h30, 11h, avant les 4 heures de jeu. Et puis pour ceux qui passent le cap du premier Zeitnote, éventuellement un deuxième à 1h du matin pour finir la partie. Finir la partie. Je ne sais pas si c'est 1h KO après. Si, c'est 1h KO, oui, tout à fait. Voilà, et donc ce qui est très important, c'est évidemment la semaine prochaine, le démarrage du championnat du monde d'échecs à Las Vegas. Ça fait très longtemps qu'on attendait ce championnat du monde, avec Peter Leko, avec Alexei Chirov, avec aussi Vladimir Kramnik, donc tous les plus grands joueurs du monde, hors Kasparov et Anand, qui ont décidé de boycotter ce championnat du monde pour jouer le leur à part. Ben, je ne dirais que 2 mots, allez Kramnik.
Alors moi, je suis pour les Peter Leco, je crois que c'est clair. Donc, on va voir ça. En tout cas, Diagonale prend un petit peu congé, puisque c'est l'été et que Canal Web se réorganise en vue de faire une rentrée dans de meilleures conditions. Donc, petite réorganisation, donc passage un petit peu à vide pour Diagonale, mais évidemment, pendant tout l'été, vous pouvez suivre tous les programmes que nous avons déjà enregistrés depuis le mois de janvier. Donc, ça fait beaucoup d'émissions à voir et pour progresser et pour apprendre qui sont les plus grands, les meilleurs joueurs du monde et où se passent les grands tournois au niveau international. Donc, je vous dis au revoir et bientôt à la rentrée sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs.